Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour débriefer un nouveau Grand Prix. Cette semaine on s'attaque au Grand Prix du Brésil qui avait lieu ce week-end à Interlagos. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les news, il n'y en avait pas beaucoup à se mettre sous la dent. On peut citer deux choses principales. La première c'est les Formule 1 qui se sont rendus pour la première fois sur le strip de Vegas pour promouvoir le prochain Grand Prix de Las Vegas qui aura lieu l'année prochaine. Alors Mercedes et Red Bull jouent à Need for Speed Underground, hein, notamment Mercedes avec des néons bleus sous les voitures. Voilà, ils ont fait quelques allers-retours, ils ont fait plaisir aux fans, quelques burns et donuts dans les rues de Las Vegas qui ont ravi tout le monde. Ça va être un événement assez incroyable, je pense, l'année prochaine. Le circuit ne m'excite pas du tout, mais je pense que la course ne sera pas incroyable, sauf bien entendu éléments extérieurs perturbateurs. Mais sinon, je pense que ça va être un Grand Prix un peu chiant. Les abords, par contre, là, ça va être incroyable. Par contre, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir s'y rendre, je pense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de places, certes, mais les prix sont exorbitants. Voilà, clairement, si vous n'avez pas vu les prix, ça tourne autour des 5 000 $ à peu près pour des places en tribune très basiques, hein, vraiment. Donc, je crois que j'ai vu que l'admission pour l'enceinte du circuit, juste ça, c'est dans les 300 €, je crois. Donc c'est le prix d'une place, normalement, sur un Grand Prix européen. Une place assise, là, vous n'aurez que le droit de rentrer dans l'enceinte du circuit. Et honnêtement, je ne sais pas depuis quel endroit vous pourrez regarder le Grand Prix, étant donné que c'est un circuit en ville, donc compliqué de trouver des endroits où on peut voir la piste sans être en tribune ou dans des restaurants, dans des balcons, dans des hôtels, etc. Voilà, la deuxième news importante de la semaine, on va dire, avant de se rendre à Interlagos, c'était Lewis Hamilton, qui est maintenant un citoyen honorifique du Brésil. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, honnêtement. C'est un peu extra sportif. C'est sympa de voir ça. Hamilton a une belle histoire, on va dire, avec le Brésil. Il a toujours beaucoup aimé ce pays. Fan de Ayrton Senna, bien sûr. Les Brésiliens l'aiment tout autant en retour. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça. Je savais pas qu'on pouvait avoir des citoyennetés honorifiques, mais apparemment on peut, donc enfin en tout cas au Brésil. Donc c'est marrant, c'était assez sympa de voir ça. Bref, nous avons parlé très vite des news, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. On va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque ce week-end c'était un Grand Prix, un week-end sprint, donc on avait un format un petit peu différent. Dès le vendredi, déjà de l'action, avec la qualification, qui était très intéressante. Alors, qualification sous la pluie. Enfin, sur une piste séchante, un peu gramouillée, puisqu'il avait plu juste avant les qualifs. Donc, pas beaucoup de température en piste. On commence sur des pneus intermédiaires, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut juger le moment parfait pour passer en slick. Et c'est Pierre Gasly, lors de la Q1, qui va le faire en premier ce coup-là. Ça met un tour ou deux à fonctionner, mais ensuite, il a bien montré à tout le monde qu'il fallait sauter le pas. Il bat le record, je crois, de 3 secondes. Donc, on voit bien que ça marche très fort. Et moi, je vais surtout me concentrer sur la Q3. La Q3, pourquoi? Parce que c'est le moment où ça redevient intéressant. On va dire que la qualif, fin de Q1, on peut largement mettre les softs et faire un tour. Pareil en Q2, donc pas très intéressant, même si la qualif restait très cool. La Q3, petite pression, puisqu'on annonce le retour de la pluie sur les radars. Et là, ça commence à se tendre un petit peu pour tout le monde, puisqu'on sait qu'il va falloir très très vite rentrer un temps et se mettre à l'abri. Cette image que vous voyez à l'écran actuellement de deux Ferrari en pneus soft n'est pas tirée de la qualification, en tout cas pas du début de la qualification, puisque notre très cher ami Charles Leclerc a encore subi une idée folle de Ferrari de mettre des pneus intermédiaires. Alors, je vais pas autant critiquer que d'habitude la stratégie Ferrari. Pourquoi? Parce que techniquement, ça pouvait marcher. C'est vrai que si d'un coup il se mettait à pleuvoir, ça pouvait marcher. Seulement, ce que je vais critiquer, c'est plutôt le risque pris. Sachant que si ça marche, effectivement, si dès le début de la Q3, les gens n'ont pas le temps de faire un tour en soft et il pleut directement, Leclerc est en intermédiaire, il fait son tour, ok. Mais bon, tous les autres, ils se rendent bien compte, ils rentrent dès le premier tour, enfin dès la fin du premier tour, changent de pneu, repartent en piste et font le temps aussi. Alors que, à l'inverse, s'il pleut pas, Leclerc perd beaucoup de temps par rapport à tous les autres. Et surtout, se met peut-être dans la sauce pour pouvoir réaliser un temps avant qu'il pleuve. Et bah c'est ce qui est arrivé. Voilà. Charles Leclerc n'a pas eu le temps de faire un tour. Surtout qu'après, on a un jeune homme du nom de George Russell qui s'est mis dehors. Et malheureusement, drapeau rouge. Charles Leclerc est donc
il l'avait dans l'os, puisqu'il n'a pas pu faire un seul tour, et il est 10ème. Voilà, dommage. En attendant, il en profite aussi pour gâcher le tour de Pérez. Alors, rien à dire à Charles Leclerc, il est parfaitement en droit de rester devant, et heureusement, il ne le laisse pas passer, il est sur un tour d'attaque. Donc, il n'y a rien à dire, juste malchance pour Pérez, qui du coup était sur les bons pneus, mais bloqué derrière Leclerc et ne pouvait pas passer. Et du coup, il part 9ème, lui, pour le coup. Et la sortie de George Russell, qui est d'ailleurs assez étonnante, il freine pas, il loupe son frein, ça tire tout droit dans les graviers, ça rebondit beaucoup, il a cassé son appuie-tête avec son casque, donc tellement ça a été violent, et il traverse tout le bac, se retrouve de l'autre côté, là on se dit, c'est parti mon kiki, bien joué mon ref, tu l'as sauvé, sauf que non, parce qu'il met full gaz sur clairement du goudron mouillé, ou gras en tout cas, et en pneu soft, donc slick, et il spin instantanément et se retrouve dans le bac. Enfin, en tout cas, les roues arrière dans le bac, et on le voit bien sur l'image, ça passait plus, enfin, ça sortait plus du bac. Donc, coup dur pour lui. En tout cas, drapeau rouge, et on remarque un truc au moment de ce drapeau rouge, c'est qu'il y en a un qui a fait un tour, qui a fait même 2 tours lancés, et qui a été plus rapide que tout le monde sur cette première tentative. C'est Kevin Magnussen. Et là, on se dit, ok, potentiellement, il va se remettre à pleuvoir. Et ça peut sentir très bon pour une première pole en carrière, et pour Magnussen, et pour Haas, depuis leur arrivée en Formule 1 en 2016. Donc tout le monde commence à s'exciter un petit peu, les commentateurs, les gens dans le garage Haas. Quand on prévient Magnussen qu'il est premier, il en croit pas ses oreilles, et il s'excite un petit peu, mais tout de suite il se calme, il se dit attends, c'est pas fini, on se calme. Malheureusement pour les autres, et heureusement pour lui, c'était bien fini, puisque ensuite il s'est remis à pleuvoir. Un seul pilote est sorti, je crois que c'était Charles Leclerc, non c'est Lewis Hamilton je crois qui est sorti, avec des pneus intermédiaires. Bon, on savait très bien que ça allait pas améliorer en intermédiaire par rapport au temps qu'il avait pu faire sur des slicks. Magnussen est donc poleman. Et ça, c'est la petite dinguerie déjà. Dès le premier jour, vendredi, qualification, on a déjà un premier événement. On sait que le circuit au Brésil, enfin en tout cas le tracé, puis la météo, etc., font toujours des grands prix exceptionnels et des week-ends exceptionnels. On a un tas d'exemples dans l'histoire de la Formule 1. Et ce week-end ne déroge pas à la règle. Dès le vendredi, on a déjà un gros upset pour les leaders et surtout un gars qui s'appelle Kevin Magnussen et qui fait sa première pole. Donc ça faisait plaisir, ça faisait très très plaisir de voir Haas aussi sur le devant de la grille. D'un autre côté, chez Haas en Q2, on a complètement foiré, enfin en Q1 même, je crois, on a complètement foiré la stratégie de Schumacher qui s'élance dernier sur la grille. On a donc pour le départ du sprint 2 Haas qui prennent en sandwich toute la grille. Ça, c'était assez marrant à voir. Et ça faisait du bien surtout de voir tout le monde très 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 content chez As. Ça fait très très plaisir. Ça, c'est pour le sprint, enfin pour la qualif. Mais il s'est passé d'autres choses dans cette qualif. Déjà, on a pu voir le rythme incroyable des Mercedes, puisque derrière, il y a Verstappen certes, mais il y a les Mercedes, et on se dit que il faut compter sur elles et pour le sprint et pour le Grand Prix. Dès le lendemain, on a le sprint, et là, ça va être très intéressant, puisque Mercedes va avoir un rythme d'enfer pendant ce sprint. Alors, Magnussen, lui, va chuter, malheureusement pour lui, mais on a une grosse pression de la part des Mercedes sur notamment un jeune qui s'appelle Max Verstappen, et il va pas être très content, Verstappen, parce qu'il va se faire doubler assez facilement par Russell d'abord, par Carlos Sainz aussi, qui fait une incroyable remontée après une qualif difficile comme on l'a vu pour les Ferrari, et qui finit deuxième du sprint entre les deux Mercedes. Hamilton lui aussi va dépasser Max Verstappen, qui va finir quatrième. Dur pour Verstappen, dur pour Red Bull, qui semble, dès le sprint, manquer de rythme en course. Donc ça, c'était compliqué, et chez Red Bull, on n'était pas confiant pour le Grand Prix. Bon, As, on l'a dit, Magnussen, malheureusement, il fallait que ça arrive, il dégringole au classement, il finit quand même 8ème, marquant le dernier point du sprint. Donc c'est quand même bien pour l'équipe, ça fait toujours un point de plus, ça fait plaisir, mais c'est vrai que objectivement, il pouvait pas faire beaucoup mieux. Alors lui, il aurait voulu rester devant Norris, mais malheureusement, il n'y a juste pas le rythme, clairement, en course, pour aller tenir à la régulière des voitures qui sont bien plus performantes que la Haas. Un sprint, du coup, qu'on a vu assez mouvementé, pour plusieurs raisons. Entre coéquipiers, ça s'est pas très bien passé, je crois. D'abord, chez Aston Martin,
parce qu'on va garder le dossier Alpine pour après. Chez Aston Martin, déjà, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Si, je sais ce que Sébastien Vettel a tenté de faire, doubler Lance Stroll, opération qui semble presque impossible en cette fin d'année, on va dire seconde partie de saison 2022, tant cet homme est d'une dangerosité incroyable et jamais vu auparavant. Ce mec est capable de te foutre dehors à tous les grands prix, car il défend comme un fou furieux, voilà, tout simplement. Il se décale au dernier moment, encore une fois, là, ne laissant pas assez de place à Vettel. Vettel est dans l'herbe, et on voit un truc qui a d'ailleurs été souligné sur les réseaux sociaux, c'est que cet homme n'apprend pas. Clairement, on se demandait s'il allait apprendre de Austin. Il avait quand même pris des places de pénalité sur la grille, il avait pris des points, je crois, aussi sur son permis. Bah rien. Il s'en fout, j'ai l'impression. Il fait exactement la même qu'avec Alonso. La seule différence, c'est que Vettel était un peu plus loin, donc il a fait un petit peu plus tôt, on va dire, sa défense musclée, voire même carrément hors limite. Et Vettel a donc pu l'éviter, mais en passant par l'herbe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, si Vettel fait un micro coup de volant un peu trop audacieux, on va dire, sur l'herbe, il spin, il prend les deux voitures out, ça nous fait un giga carambolage en plein milieu de la ligne droite avec des voitures qui arrivent à 300 km/h derrière. Donc c'est d'une dangerosité incroyable. Il prend 10 secondes de pénalité, mais je pense que ça ne changera rien car cet homme n'apprend pas. Je me demande vraiment si Lance Stroll a un cerveau lorsqu'il s'agit de piloter et de défendre, parce que honnêtement, depuis quelques Grands Prix, on se demande vraiment. La question, on peut vraiment se la poser, légitimement. Donc, j'ai rien à dire de particulier, juste que faut que ça cesse, clairement. Quand on voit en plus en début de week-end les problèmes qu'a Pierre Gasly avec ses points sur son permis qui pourraient le conduire à louper un Grand Prix d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, potentiellement, car il est déjà à 10 points sur 12, et qu'on voit un mec comme ça qui lui n'est pas aussi avancé, on va dire, dans ses points, et pourtant, clairement, objectivement, bien plus dangereux qu'un Pierre Gasly en piste. Mais bon, ce n'est que mon avis. La deuxième grosse incompréhension, drama, gros drama, clairement, sur la piste, c'était Alpine. Alors, dès le virage 4, si je ne m'abuse, au premier tour, ça roule très fort. Ça, c'est le premier incident. Alonso essaie de passer à l'extérieur de Esteban Ocon. Il n'y a pas la place. Ocon, il attaque à fond. Je ne sais pas s'il voit Alonso, je pense que oui quand même. Et il est un peu agressif. Alonso part en glisse, tape le sidepods de Ocon, perd un bout d'aileron et surtout abîme beaucoup le sidepods d'Esteban Ocon, qui ensuite va perdre beaucoup de performance tout au long de la course. Sprint. Donc, premier incident, je dirais incident de course. Et sinon, un peu plus la faute à Ocon, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas la place. En même temps, je dois dire un truc, c'est que Alonso tente un extérieur, premier tour sur son coéquipier ultra agressif, quitte à passer sur le vibreur. On sait tous que sur le vibreur ça tient pas, même dans F1 22 ça tient pas. Donc je me demande qu'est-ce qu'il fout, on dirait, surtout avec son coéquipier. Alonso quand même, je suis désolé, mais je pense qu'il a assez d'expérience pour savoir que certes, c'est un sprint, mais il y a 24 tours, ou je sais plus, il y a plus d'une vingtaine de tours, donc on a le temps de doubler. Je veux dire, on n'est pas non plus au virage près. C'est-à-dire que si tu le doubles dans 4 virages ou même dans un tour, c'est mieux que si tu lui rentres dedans, tu vois, c'est... Bref, je trouve que Alonso, sur cette première action, il prend beaucoup trop de risques, et surtout, ce qu'on voit à l'écran, le début de la deuxième action, fin du premier tour, il va enfin réussir à le doubler, il va enfin essayer de le doubler, et Alonso, je ne sais pas pourquoi, choisit de ne pas se décaler assez. On le voit sur cette première action, on est déjà sur cette première image très très proche de Esteban Ocon, Alonso est très proche, et il décide à peine à ce moment-là de commencer à braquer les roues, il braque pas le volant énormément, alors on est en pleine ligne droite, forcément on peut pas mettre un énorme coup de volant, sinon on part on se gag, mais là clairement, Alonso, je sais pas ce qu'il fait, il attend vraiment le dernier moment, et malheureusement, il tourne pas assez, en fait, le frérot, et surtout, on le voit ici, on est toujours quasiment une demi-voiture derrière Ocon, donc si on continue comme ça va toucher. Et Alonso a presque les roues droites. Regardez le volant, il est presque pas braqué. Donc je me demande vraiment ce qu'il fait. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Contact,
Ça a détruit l'aileron avant de Fernando Alonso, et à la radio, on le voit bien sur l'image, il remercie son ami, entre guillemets, d'avoir cassé son aileron. Alors, réaction un petit peu abusée d'Alonso à la radio, mais surtout dans les médias par la suite, pour une action dont il est 100% responsable. J'ai vu des gens comparer cette action avec celle de Stroll, à Austin justement, entre Alonso et Stroll. Pas du tout. À Austin, Alonso se décale au dernier moment, certes, mais surtout, Stroll se décale. Alors que là, on voit bien tout au long de ces 4 images que Ocon reste sur la ligne. On le voit, il suit la ligne de gauche. D'abord, ligne des stands, puis la ligne qui sépare la piste du bord de piste avec le sponsor, etc. Ocon ne bouge pas sur sa ligne. Il est sur sa ligne, il est tout à gauche, il peut pas être plus à gauche. Il fait pas de coup de volant, rien. Alonso juste ne tourne pas assez. Au moment de doubler, il se décale pas assez et il se prend Ocon. C'est une erreur, je trouve, quand on la voit d'extérieur, qui me semble incroyable pour un mec comme Alonso, puisque on parle pas d'un rookie, on parle d'un gars qui est là depuis 20 ans. Et il se tape Ocon comme un débutant, quoi. Même en F3, on voit pas ça. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut être aussi agressif par la suite en commentaire. On le voit bien sur cette série de tweets. Alonso qui en interview se lâche, clairement, en citant. En interview, il a listé tous les incidents qu'Ocon a eu avec des coéquipiers, avec Verstappen aussi au Brésil, il y a quelques années au moment de se dédoubler et de rattraper son tour de retard. Et il dit juste que voilà, son objectif principal c'est d'aller rouler pour Aston Martin après au soir d'Abu Dhabi, de plus être coéquipier avec Ocon et que c'est plus son problème. Ultra agressif, on le voit bien, et surtout ultra toxique, comme on avait l'habitude de voir notre bon vieux Fernando, qui clairement n'a pas changé. On nous vendait un Alonso 2.0 depuis sa pause en dehors des paddocks de F1. Il a fait de l'endurance, il a fait le Dakar, il a fait plein de choses. Il revient, on dit voilà, Alonso c'est un nouvel homme, il est plus gentil, il est machin, il est sympa, il est team spirit, etc. Rien du tout. Rien du tout. Dès que ça va pas dans son sens, il est tout aussi toxique qu'avant. Là, clairement, depuis plusieurs courses, ça chie sur Alpine, littéralement, du côté d'Alonso. Alors certes, il a pas de chance, ok, oui, c'est vrai, sa voiture elle tombe souvent en panne, plus que celle d'Ocon. Maintenant, de là à être aussi toxique et agressif envers son équipe, c'est quand même assez incroyable. D'avoir aussi peu de respect pour Ocon, c'est quand même incroyable. Et aussi, accessoirement, de dire, enfin de cracher sur Alpine, qui est quand même l'équipe qui lui a donné sa chance en F1. Parce que sans Alpine, Renault à l'époque, il revient pas en F1 le frérot. Parce que les top teams, ils en veulent plus. Les teams de bas de tableau, ils peuvent pas se payer un Fernando Alonso. Et clairement, Alonso, ça revient pas en F1 sans Alpine. Donc, cette équipe te reprend, te donne ta chance en F1, et toi, tu te comportes comme ça. Bon, intéressant, moi ça me conforte dans mon idée que Alonso est un pilote ultra toxique, duquel j'ai été extrêmement fan, notamment lorsqu'il roulait pour Ferrari, mais qui reste quelqu'un qui ne sait pas faire qui ne sait pas avoir de bonnes relations humaines au sein du paddock. Et on voit bien que ça ne marche pas. Clairement, depuis 2006, aucun titre. Partout où il passe, c'est un problème, et les équipes s'en sortent souvent beaucoup mieux lorsqu'il part. Ferrari, McLaren 2 fois, Ferrari 1 fois. On verra bien si Alpine ça marche mieux sans lui. Mais en tout cas, honnêtement, je pense que du côté de chez Alpine, on doit pas être mécontent d'avoir Gasly l'année prochaine qui est quand même vachement plus cool qu'un Fernando Alonso. Ocon reste très agressif dans ses défenses, notamment pour ce qui est des défenses avec son coéquipier. J'espère qu'il va se calmer un tout petit peu quand même pour éviter d'avoir trop de grabuge l'année prochaine. Mais il n'y a pas à réagir comme ça, Fernando, clairement, il faut se calmer, mon frérot. Tout va bien, tranquille. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule, Alonso, qui clairement nous a prouvé encore une fois que c'était pas du tout un team spirit. Voilà. Alors oui, pour finir sur Alpine, la voiture d'Ocon qui prend feu en parc fermé juste à la fin du sprint, pour être sûr que la course est bien nulle. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que le refroidissement était pas ouf avec le sidepods abîmé. Je pense surtout que les mécanos ont pas bien branché toutes les aérations et tous les ventilateurs à la fin de la course. Et forcément, une voiture de Formule 1, quand elle vient de faire une course, même si c'est un sprint plus court, certes, c'est très très chaud. Si on met pas les ventilos, ça prend feu très très vite. Donc
clairement double peine pour Alpine en ce samedi. Journée très très compliquée, surtout que McLaren était remonté dans le classement. Donc, difficile. Alors, la course, parce que ça y est, on y est. On va parler un peu du Grand Prix. Grand Prix tout aussi incroyable que le sprint et que la qualif, hein, un week-end assez fou. Avec déjà dès le premier tour, malheureusement, notre Kevin Magnussen national, le GOAT du vendredi, qui se fait sortir dès le premier tour par un Daniel Ricciardo très offensif et un peu optimiste, on va pas se le cacher. J'ai pas bien compris l'action. Quand on la voit depuis la caméra de Ricciardo, on se rend compte que il va pour tenter l'intérieur, il se rend compte que ça va pas passer, mais à ce moment-là, il n'y a pas de risque de contact, il est encore derrière Magnussen. Et j'ai l'impression que Ricciardo, dans le virage, relâche un peu les freins, il laisse glisser un peu plus la voiture, et du coup se retrouve au contact avec Magnussen. Magnussen part en spin, se laisse glisser vers l'extérieur de la trajectoire pour ne pas gêner. En soi, l'action est bonne, et l'envie est... Enfin, l'action est louable de la part de Magnussen, puisque justement, lui se dit, je laisse glisser la voiture vers l'extérieur de la piste, je mets pas plein gaz ou je bloque pas les freins, et comme ça, tout le monde passe, et moi je repars. Malheureusement, Ricciardo est aussi en perdition, décide de l'éviter par la droite, contact, ça détruit le demi-train arrière gauche de Ricciardo et arrière droit de Magnussen. Les deux sont au tapis. Première safety car dans ce Grand Prix, qui du coup malheureusement signe la fin de course du poleman de vendredi. C'est un peu dommage que ça se finisse comme ça, mais en même temps, alors c'est dommage que ça finisse comme ça, mais je voyais pas vraiment les As finir dans les points. Peut-être qu'ils auraient pu finir dans les points, mais c'était quand même compliqué sur un sur un Grand Prix complet. Je pense que ça aurait été difficile en termes de rythme. On l'a vu avec Schumacher qui était longtemps dans les points et ça a fini par pas payer. Alors il y a aussi eu de la stratégie chez As. J'ai l'impression qu'on essaye de plomber Mick Schumacher au maximum en stratégie, mais on va en reparler vers la fin du podcast. En tout cas, premier incident malheureusement pour les deux pilotes. Première safety car donc, et surtout, on a deux Mercedes en tête de ce Grand Prix, puisque derrière les Ferrari, donc Carlos Sainz prend une pénalité de 5 secondes sur la grille pour un changement d'élément moteur, donc il ne part pas deuxième, il part septième je crois. Derrière, on a donc les deux Red Bull et on a deux Mercedes devant deux Red Bull. Les deux Ferrari qui sont avec Charles Leclerc et Carlos Sainz en embuscade derrière la McLaren de Lando Norris et un Lewis Hamilton qui est juste derrière Russell, un petit peu sous la menace de Max Verstappen. Et à la relance, c'est le chaos, clairement. À la relance, premier incident de la relance, c'est l'accrochage, le gros accrochage entre Verstappen et Hamilton. Accrochage que j'ai pas compris, alors dont je n'ai pas compris surtout les pénalités. Alors pour moi, au mieux, c'est un incident de course, au pire, c'est une pénalité pour Hamilton qui ne laisse clairement pas la place à Verstappen. On le voit bien sur cette image ou encore sur celle-ci. Verstappen est au maximum à droite, il est presque déjà sur le vibreur jaune. Je vois pas où il peut aller de plus, sachant que son freinage n'est pas suicidaire, son attaque non plus. Honnêtement, là, je comprends pas comment Verstappen peut prendre une pénalité. Au mieux, comme j'ai dit, c'était un incident de course, mais Hamilton vient resserrer. Et je j'ai pas bien compris là ce qui s'est passé clairement à la FIA. Je suis pas un fervent défenseur de Max Verstappen, mais il faut savoir rester objectif. Et là, clairement, Verstappen, il fait une très belle attaque. Il l'emmène certes d'un peu loin, mais il est là, il est présent, il est largement à la hauteur de Lewis Hamilton au moment d'entrer dans le T2. Donc je vois pas pourquoi on vient pénaliser Verstappen, surtout que la pénalité est double, hein, puisque Verstappen était déjà pénalisé par la casse de son aileron avant, qui l'a obligé à s'arrêter, à faire un arrêt de plus de 10 secondes, perdre beaucoup de temps. Donc je comprends pas pourquoi on en rajoute encore sur Verstappen. C'est mon avis. Voilà, je trouve que c'était plus la faute d'Hamilton à la rigueur, mais sinon, au pire, un incident de course, ça aurait été bien aussi, hein, mais à la rigueur, plus faute Hamilton. Plus tard dans ce tour, hein, quelques virages plus loin, Charles Leclerc nous tente un extérieur des enfers sur Lando Norris qui malheureusement sous-vire, se déporte et accroche Charles Leclerc. C'est un incident, quand je l'ai vu en live, je me suis dit, pourquoi t'as fait ça, Charles? Pourquoi tu vas doubler dans un endroit ultra compliqué? T'as le rythme, tu vas le doubler ligne droite d'après. En plus, on sait très bien que ça passe tout seul. On a une grande pleine charge depuis l'avant-dernier virage. On peut prendre pleine accélération, DRS ouvert, aspiration, ce que tu veux. Ça passe tout seul. Il y avait beaucoup plus de rythme de toute façon pour les Ferrari par rapport aux McLaren, donc il n'y avait
pas vraiment pour moi de nécessité de passer aussitôt. C'est un peu comme l'action d'Alonso sur Ocon au sprint. Pourquoi se presser quand on a en plus, là, contrairement à Alonso au sprint, on a un grand prix complet pour passer. Autant attendre quelques virages à peine pour passer. Après, la faute, clairement, la faute à juger, elle est à Norris, puisque il sous-vire complètement et il vient rentrer dans Charles Leclerc. Charles Leclerc qui laisse largement la place. Mais encore une fois, quand j'ai vu l'action, je me suis dit, c'est dommage, ça aurait pu être évité pour les deux. Norris prend 5 secondes de pénalité comme Verstappen. En attendant, la course de Leclerc, elle est sacrément gâchée. Il se retrouve dans le mur. Je me demande comment la Ferrari repart. Honnêtement, très très grosse résistance de la Ferrari. On avait vu l'Alpine au Grand Prix des US être très résistante. Là, on a trouvé un deuxième tank sur la grille. C'est la Ferrari qui a tapé, je pense, pile au bon angle avec le mur, mais en tout cas qui repart avec un aileron cassé, bien sûr. On change les gommes pour Leclerc en même temps que Verstappen et ça repart dernier pour Leclerc, donc c'est gros coup dur. Mais on va le voir après, il a fait une très bonne course, Charles Leclerc. Puisque donc quand il repart, hein, c'est compliqué, il est longtemps en fond de grille quand même, avec du mal à dépasser, etc., du mal dans le fond du classement. Il est en médium, et on l'a bien vu sur ce Grand Prix, les médiums, ça marchait pas du tout. Beaucoup de mal à dépasser. Ensuite, tout va mieux lorsqu'on lui remet un train de tendre qui lui permet de suite prendre beaucoup de rythme et d'aller doubler pas mal pour se retrouver finalement assez haut dans le classement et profiter du grabuge de fin de Grand Prix. D'un autre côté, on a toujours pas de chance pour Ferrari puisque Carlos Sainz qui faisait un excellent week-end, je pense que Carlos Sainz honnêtement a fait un des meilleurs week-ends en termes de perfo pur de sa saison. Ça fait pas d'épaule, ça fait pas de la victoire, etc. Mais il a été très performant sur la qualif, sur le sprint, sur le Grand Prix. Malheureusement pour lui, la stratégie un petit peu gâché, on va dire, par un tir-off qui est venu se loger dans son écope de frein arrière, de frein arrière droit. Donc obligé de s'arrêter, de changer de gomme très tôt dans la course pour retirer ce tir-off. Pendant un tour ou deux, on a eu un peu peur parce que ça continuait de fumer. Au final, ça c'est rentré dans l'ordre. Les freins ont arrêté de fumer, ils sont redescendus en température. Et il a pu finir la course. Il finit troisième, donc c'est quand même impressionnant. Et surtout, chez Ferrari, on fait quand même plutôt, en course en tout cas, alors en qualif on l'a vu pas du tout, hein, mais en course on a fait plutôt une bonne stratégie, on a réussi à s'en sortir malgré tous les petits problèmes qu'on a pu rencontrer, les safety cars, le crash de Leclerc, le tir-off pour Carlos Sainz, les 5 places de pénalité pour Carlos Sainz sur la grille aussi. Donc on a quand même eu beaucoup d'embûches pour Ferrari sur cette course. Et on a réussi quand même à faire une stratégie plutôt correcte et à marquer de gros points quand même face à Mercedes, surtout qui, ce Grand Prix a marqué le maximum possible, je crois. Ils ont peut-être pas le meilleur tour, mais en tout cas, on va le voir tout à l'heure, ils ont très très bien performé. Mercedes. Alors, la course se passe à la suite de cette safety car, on l'a vu, des difficultés pour les pilotes à remonter, notamment pour Leclerc et Verstappen avant de passer les gommes tendres. Mais la course se déroule, on se dit que ça va se finir assez simplement, on va dire, tout est calme, jusqu'à la fin de course. Et notre cher Lando Norris, qui malheureusement, après avoir pris 5 secondes de pénalité, abandonne, double abandon pour McLaren, ça fait très très mal face à Alpine au championnat, qui en plus connaît une très bonne journée, on va en parler aussi. Lando Norris donc qui s'arrête sur le bord de piste, on a longtemps une virtual safety car qui permet notamment à Fernando Alonso de s'arrêter et de ne quasiment pas perdre de temps. Lui qui s'était pas encore arrêté pour son dernier arrêt, donc grosse chance pour Fernando Alonso. Ça lui permet de gagner beaucoup beaucoup de place sur la grille, enfin sur le classement. Et malheureusement, Lando Norris, sa course s'arrête là, gros coup dur pour McLaren. Et surtout, Virtual Safety Car qui finit par se transformer en Safety Car, puisque la McLaren était bloquée dans un rapport et les commissaires n'arrivaient pas à la bouger. Donc, Safety Car, tout le monde rentre au stand, tout le monde rechausse des gommes tendres, sauf Perez qui chausse des médiums, puisque malheureusement pour lui, il avait plus de temps disponible. Donc ça va vachement l'handicaper d'être sur des d'être sur des médiums pour la fin de course. Et on l'a vu, gros manque de rythme après la relance pour Perez malheureusement. Derrière, on a une très très grosse perf des McLaren, qu'est-ce que je dis, des Alpines comme on l'a dit, avec Fernando Alonso qui finit 5ème. Il avait un rythme d'enfer, clairement, il a doublé les Red Bull, il a réussi à tenir, enfin il a doublé Perez, il a réussi à tenir ensuite Max Verstappen qui ne remontait pas sur Alonso, et ça finit 5ème, Ocon est 8ème je crois.
Donc ça fait de beaux points pour le O2. Et surtout, ça vient conforter la 4e place au championnat en vue du dernier Grand Prix face à McLaren. Je voulais souligner du coup la victoire, le premier doublé, ça y est, enfin, ils ont tout bien fait en termes de stratégie, mais ils ont surtout eu un gros rythme. On l'a vu en sprint et en Grand Prix. On les a sentis intouchables, ces Mercedes ce week-end. J'aurais aimé que Ferrari ait un peu moins de problèmes et un peu moins de malchance et d'erreurs, etc. Avec les 5 places, le crash de Leclerc, le tir-off de Sainz, pour voir si Ferrari aurait pu aller jouer avec Mercedes. Ça aurait été sympa, ça nous aurait rappelé les années 2017-2018. Parce que clairement, Sainz, sur la fin de course, ça remontait. Malheureusement, il a perdu trop de temps derrière Perez, je crois. Donc, il n'a pas pu aller challenger les Mercedes, mais en tout cas, les Mercedes, en termes de rythme, avaient l'air quand même un petit peu au-dessus et assez confortable, on va dire. Victoire de Russell devant Lewis Hamilton, c'est le premier doublé de Mercedes depuis depuis le Mugello, je crois, en 2020, Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc ça remonte à un petit moment pour Mercedes. Et ça fait plaisir, c'est le 3e doublé cette saison. Enfin, c'est la 3e équipe différente à faire un doublé après Red Bull et Ferrari en début de saison. Donc ça fait plaisir de voir les grilles remonter sur la plus haute marche du podium, surtout avec Russell. Ça fait sa première victoire en carrière pour lui. Il était très 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 content et il a fait le job, clairement. Il n'a pas été inquiété par Hamilton. Je ne sais pas si Hamilton a laissé passer, on va dire laissé faire, sans trop attaquer, mais en tout cas, à la radio, c'est pas les consignes qu'on avait données. À la radio, ils étaient libres de s'attaquer. Donc, grosse perf de Russell. À souligner, il était très très ému sur le podium, ça faisait plaisir à voir. Et je voulais souligner quelques petits points. Mick Schumacher, qui fait un bon week-end, qui remonte beaucoup pendant le sprint, qui remonte jusqu'à la 13e place, je crois, ou 12e place, pendant la course sprint, il remonte. Donc ça faisait plaisir à voir. Malheureusement, un peu de mal en course, on le sait, le rythme n'est pas incroyable, le rythme des As en course, mais surtout, encore une fois, la stratégie. Sur la fin de course, il n'a pas eu de soft, malheureusement, donc ça a été compliqué. Il était un petit peu dans la même situation que Pérez sur la fin de course, donc ça n'a pas pu aller marquer de points, malheureusement, pour lui, qui a passé longtemps dans les points pourtant. Il partait 12e sur la grille, fini malheureusement 13e. Je voulais souligner également le très bon week-end de Vettel, qui a fait une grosse course, un gros sprint aussi. Au sprint, il finit 9e au sprint. Et malheureusement, en dehors des points, 11e. Alors pareil, on lui gâche la stratégie chez Aston Martin. Et en plus de ça, sur la fin de course, on lui demande de laisser passer Stroll, qui avait exactement le même rythme. Enfin, en tout cas, qui n'était pas plus rapide. Donc pour le dernier point de la 10e place, je ne l'aurais pas laissé passer à la place de Vettel, surtout vu ce lui avait fait la veille. Mais ça montre que Vettel est quelqu'un de très sympa et qu'il a obéi, on va dire, et qu'il fait tout pour le team, contrairement à certains Fernando. Voilà, celle-là, elle était gratuite. En tout cas, c'était une course exceptionnelle, il y a eu beaucoup d'actions. J'espère qu'il y aura autant d'actions dans 15 jours à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. On se retrouvera donc pour ce dernier débrief pour cette première saison ensemble. Et ensuite, comme j'avais dit les semaines d'avant, on fera un gros débrief de toute la saison où on donnera un peu notre avis sur les équipes et les pilotes. Merci de nous avoir écoutés cette semaine et on se retrouve donc dans 15 jours.